Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une terrible affaire. La terrible affaire de la famille Short. Beaucoup de personnes m'ont demandé de faire quelquefois des podcasts. En voici donc un. Je n'ai toujours pas fini ma longue vidéo, ça ne saurait tarder. C'est un terrible et effroyable drame humain que nous allons évoquer ici aujourd'hui. Un drame familial comme on en connaît beaucoup trop, hélas. Totalement imprévu, violent, qui a touché toute une famille américaine en plein été 2002. La question se pose, comment un couple a priori sans histoire peut-il se faire assassiner comme cela chez lui et durant une nuit d'été aux États-Unis ? Les réponses tardent à venir, tant les indices et les mobiles sont minces, voire quasi inexistants. Personne ne leur en voulait, du moins le pense-t-on. Personne ne sera inculpé dans cette affaire, tant les apparences sont trompeuses, mais les preuves manquantes. Alors, aujourd'hui, près de 25 ans plus tard, avec toujours beaucoup d'humilité, de retenue, alors que les plaies ne sont que très lentement cicatrisées. Essayons donc de comprendre, au vu des documents judiciaires qui ont été dressés au sujet de ce drame, à une époque somme toute pas si lointaine que cela, des divers témoignages écrits et verbaux, consultés ici et là, des archives familiales et administratives retrouvées, conservées et sauvegardées au mieux, malgré le temps qui passe trop vite, au vu aussi des articles de presse et de médias parus au fil du temps. Comment ce drame totalement imprévisible a pu survenir ainsi ? Drame humain très fort qui a meurtri une famille tout entière et posé des questions légitimes à tout le pays quant à la sécurité de ses concitoyens. Nous sommes donc aux États-Unis en plein mois d'août 2002, dans le sud de l'État de Virginie. C'est le jeudi 15 août, jour de l'Ascension. La petite ville d'Oak-Level, qui compte tout juste 1000 habitants, est située en périphérie de Bassett, une agglomération plus importante. Pour évoquer le drame, disons que c'est ce jour-là que les corps de Michael Short, un homme de 50 ans, et de son épouse Mary Short, 36 ans, ont été retrouvés dans leur maison. Chacun d'eux avait reçu une balle en pleine tête pendant leur sommeil. Mais la petite Jennifer Renée, leur fille unique, âgée de 9 ans, née le 12 juillet 1993, n'est pas présente dans la maison. C'est étrange, mais aussi très inquiétant, car elle était comme la prunelle de leurs yeux. Michael Wayne Short est né le 18 février 1952 aux États-Unis, dans ce sud de l'État de Virginie, cette contrée un peu sauvage qu'il affectionnait tant. D'une première union naîtra tout d'abord 3 enfants, 3 garçons. Mais son union va vite voler en éclats. Marie-France Hall, elle, est née le 20 avril 1966, plus de 14 ans après Michael. Elle avait grandi dans une famille nombreuse de Virginie du Sud. Elle avait eu 6 frères et sœurs. Elle avait rencontré un jour Michael et ils ne s'étaient plus jamais quittés. Au dire des voisins et des amis, ce couple respirait le bonheur et la joie de vivre. Ils menaient ici une vie simple et heureuse, sans soucis, sans ennemis, sans disputes connues. Ils incarnaient la famille américaine type. La maison qu'occupe la famille Short se trouve en bordure de la grande route dénommée US 220, une artère très fréquentée de la région, située à proximité immédiate d'une poignée de motels et de stations-service, fréquentée 24 heures sur 24. C'est comme une aire de service, un point d'arrêt et de ravitaillement. À Oak-Level, Michael et Mary travaillaient tous les deux pour la même entreprise qu'ils avaient fondée eux-mêmes il y a quelques années déjà, la société MS Mobile Home Mover. En fait, ils transportaient des maisons mobiles déjà fabriquées, l'équivalent de nos mobile homes européens. Au tournant des années 2000, l'affaire marche un peu moins bien et les revenus fondent comme neige au soleil. C'est l'époque où ces acquisitions se font plus rares. Et comble de malchance pour eux, les fabricants ne font plus appel à la sous-traitance pour les déplacer.
Ils emménagent alors dans l'une des habitations légères et mettent leur grande maison en vente. Le soir du mercredi 14 août 2002, la veille du drame donc, Michael était en compagnie de Chris Thompson, un de ses employés. Chris et Michael travaillaient d'arrache-pied sur un des véhicules de l'entreprise. Mais ils ne finiraient pas ce soir, ils le pressentaient. Chris ira dormir dans un motel plus loin dans la rue, où il avait séjourné. C'était peu après le coucher du soleil. La dernière fois que Michael, Mary et Jennifer ont été vus ensemble, c'était vers 23h ce soir-là, alors qu'ils dînaient ensemble dans un restaurant de burgers à proximité de Collinville. Chacun ensuite irait dormir. On pense qu'après cela, la famille Short est allée se coucher directement, aux alentours de minuit, mais tout cela reste encore de nos jours un vrai mystère. Car il n'y avait ni témoin ni indice probant. L'employé de Michael, Chris Thompson, avec qui il avait travaillé tard la veille, est revenu au domicile des Short un peu avant 9h du matin. Il voulait finir le travail entamé la veille et il avait prévu de retrouver Michael de bonne heure et de l'accompagner jusqu'à Christiansburg, où il devait récupérer un camion. Lorsqu'il est arrivé au domicile des Short, il a tout de suite remarqué que la porte du garage était grande ouverte et sa première pensée a été de se dire que Michael devait être à l'intérieur, sans doute déjà levé. Il allait vite déchanter. À l'intérieur du garage, à peine entré et encore dans une semi-pénombre, Chris trouva Michael allongé, inerte, sur un canapé. La posture n'est pas naturelle, il n'y a aucun bruit. Il réalise en un instant que son patron ne dort pas, mais qu'en réalité, il est mort. Et les traces de sang qu'il aperçoit sur ce même canapé ne laissent guère de doute dans son esprit. Il prévient les forces de police et les agents du bureau du shérif du comté de Henry se déplacent rapidement sur les lieux. Leur arrivée, sirènes hurlantes et feux gyrophares allumés sur le toit de leur voiture de police, ne passe pas inaperçue dans cette petite ville calme où il ne se passe jamais rien. Les Américains sont ainsi faits. Les policiers découvrent en premier le corps de Michael Short dans le garage, à même un canapé, puis progressant méthodiquement dans leur maison et sur les indications du témoin resté, sur ordre, en bas dans le garage, celui de son épouse, Mary, à l'étage. Elle aussi a été tuée dans son lit. Il n'y a pas de traces de lutte ou d'infraction. L'arme ou les armes utilisées sont en tout cas de petit calibre. Les impacts ont été faits à bout touchant. Cela ressemble de plus en plus à une exécution. L'enquête démarre. Jennifer, la fille unique de la famille Short, âgée de 9 ans, manquait à l'appel. La police a commencé à contacter tout d'abord les proches et amis connus des Short, dont la plupart vivaient dans les environs immédiats, mais aucun ne savait où se trouvait Jennifer. S'adressant à la presse, le capitaine Kimmy Nestor du bureau du shérif du comté de Henry s'inquiète légitimement. En désespoir de cause, les recherches initiales n'ayant pas abouti, une alerte Amber, en fait une alerte enlèvement en France, fut lancée pour la disparition de la jeune fille, le jour même, soit l'après-midi même du jeudi 15 août 2002. L'alerte est fédérale et rayonne dans tous les États-Unis. Si le système avait déjà été expérimenté quelquefois depuis son importation du Canada voisin, en Virginie cependant, c'était nouveau. Malheureusement, aucun des efforts déployés n'a permis de retrouver la moindre trace de la petite Jennifer, dont le statut d'enfant disparu est resté inchangé. Elle est désormais recherchée et interdite de sortie du territoire américain. Les recherches qui se sont tout au long des jours et semaines suivantes, avec la participation non seulement des proches de la jeune fille disparue, mais aussi de dizaines de bénévoles et de nombreuses unités de police, ne donneront rien. En plus de faire appel à des équipes en VTT, des patrouilles équestres et cynophiles, un hélicoptère sera utilisé pour mieux voir du ciel les vastes collines vallonnées situées derrière la maison familiale. Mais cela ne donne malheureusement rien de plus. C'est comme si la petite s'était volatilisée.
La seule issue des enquêteurs dans cette affaire criminelle, dès le début, est donc de faire parler la scène de crime. Ils n'ont de toute façon rien d'autre. Ils sont sûrs qu'il y a, là, au milieu de la vie de ces gens ordinaires, vie qui s'est brusquement arrêtée, un indice, un filon, une indication, un élément, même infime, même insignifiant, caché ou qu'ils n'avaient tout simplement pas vu, pas prélevé, pas enregistré. Et de là sortira une vérité. Et leur flair va finir par payer. Lors de la toute première perquisition, les agents de police avaient été surpris de constater que la chambre de Jennifer était vide. Elle était bien rangée, nette, comme une chambre d'hôtel en quelque sorte. Aucun signe récent de l'enfant n'avait été trouvé sur la scène du crime. Bien que les enquêteurs aient noté que son oreiller était au sol et que son lit avait été très légèrement déplacé de sa position habituelle dans la chambre, au vu des marques au sol. Ils découvriront aussi, et là cela devient vraiment très inquiétant, que les lignes téléphoniques de la maison avaient été coupées, ce qui indique que le meurtre de Michael et Mary Short et peut-être l'enlèvement concomitant ou ultérieur de Jennifer avaient été des actes prémédités. Il ne s'agissait clairement pas d'un acte commis sur un coup de tête, mais d'un acte que le tueur ou les tueurs avaient soigneusement prémédité à l'avance. Les services de police du comté ont gardé la maison des Short fermée, pour raison de justice, notamment à leurs proches pendant plus de 2 semaines. Ils y scrutaient chaque jour, minutieusement, chaque centimètre carré de la propriété, à la recherche d'indices éventuels. Ils ont prélevé une quantité phénoménale de traces ADN, en fait 66, tous à analyser dans cette maison et ses alentours. Il y a là 2 douilles de calibre 22 retrouvées près des corps, dans le garage et dans le lit familial, un fusil de chasse Winchester calibre 12, une boîte de cartouches de fusil de chasse calibre 12 également, une carabine de calibre 22, une boîte de munitions de calibre 22, $600 en diverses coupures, le chéquier de l'entreprise, le disque informatique extrait de l'ordinateur professionnel et divers documents administratifs. Très tôt, on s'apercevra que la camionnette de l'entreprise n'est plus là. Là aussi, les premières recherches s'avéreront vaines et le véhicule sera recherché officiellement comme véhicule volé. Il ne réapparaîtra pas. Les jours passent, on ne trouve rien de probant. Dans les jours qui suivirent, les autorités menèrent des recherches dans toute la zone, de plus en plus étendues désormais, notamment dans un petit étang près de la maison des Short, qui était le seul plan d'eau situé à proximité. Ces recherches se révèlent infructueuses, tout comme celles menées au motel Circle C, près de la maison de la famille Short, qui était connue pour avoir attiré dans le passé des toxicomanes notoires et les sans-abri. Il fallait tout vérifier. Une autre piste va tenir les enquêteurs en haleine un certain temps. En effet, au tout début de l'enquête, on avait commencé à rechercher un véhicule suspect aperçu dans la région. Peut-être une camionnette, un camion léger ou un pick-up de couleur rouge, plutôt foncé, qui serait arrivé ici un peu avant 9h du matin, le jour du crime. Mais c'est tellement vague et imprécis que cela n'a pas été d'une grande utilité. Au départ, les fonctionnaires de police avaient émis l'hypothèse que la jeune Jennifer aurait pu s'échapper de la maison familiale pendant le drame, lorsque sa mère et son père ont été tués par balle. Elle aurait ainsi pu se perdre ou être victime d'une mésaventure. Mais elle ne réapparaîtra jamais et cela semble de fait condamner cette hypothèse. Le scénario d'un enlèvement de la petite victime devient lui réaliste et probable. Reste encore à dénouer l'énigme. L'alerte Amber, qui, si elle a amené divers témoignages, venant même d'États lointains comme le Missouri, sera elle aussi stoppée. Son intérêt n'est pas avéré après plusieurs jours. L'enquête se poursuivra donc de façon plus traditionnelle. Chris, l'employé du couple au sein de l'entreprise, a vite été mis hors de cause. Il a des alibis tous vérifiés, aucun mobile, et il coopère pleinement avec les enquêteurs.
Lui-même voudrait comprendre. Toutes les pistes non encore explorées vont alors être minutieusement vérifiées. Occupation des motels cette nuit-là, passage aux stations-service, panne enregistrée sur la voie express, visite immobilière antérieure, suivi des cartes bancaires. Cela non plus ne donnera rien. Plus d'une semaine après la découverte des corps de Michael et Mary, leurs dépouilles ont finalement été enterrées lors d'une sobre cérémonie d'obsèques, le vendredi 23 août 2002. Il n'y avait plus d'obstacle médico-légal. Cependant, les services de police avaient pris le soin d'installer des caméras de vidéosurveillance pour filmer l'événement, espérant repérer d'éventuels signaux d'alerte ou quelques comportements anormaux de la part des gens présents aux obsèques. Rien ne filtrera là non plus. Mais curieusement, une quinzaine de jours plus tard seulement, le mercredi 4 septembre 2002, les autorités policières ont fait exhumer le corps de Michael Short pour des tests génétiques et biologiques supplémentaires. C'est malvenu et pour le moins maladroit, mais on apprendra que les prélèvements initiaux n'avaient en fait pas été réalisés en entier et correctement. Et cela n'a fait que renforcer des rumeurs, des soupçons, des bruits d'arrière-cour qui circulaient déjà sous le manteau et sur Internet, réseau alors tout juste débutant. Il ne serait peut-être pas le père de la petite Jennifer. Et comme on ne dit rien sur les raisons qui ont motivé cette exhumation subite et inattendue, cela ne va qu'empirer. Mais la paternité sera vite établie et la vérité ainsi rétablie. L'enquête va aussi se focaliser, à défaut d'autres éléments probants, sur le passé des deux victimes. Et on va ainsi remonter plus de 10 ans en arrière. En effet, au tout début des années 1990, Mary travaillait encore dans une usine située dans le parc industriel de Ball. Un lieu de travail aujourd'hui disparu et démantelé dès 1999. Elle était embauchée comme couturière et était souvent appelée par ses collègues hommes et femmes, sans arrière-pensée cependant, Little Mary, un surnom qui lui restera. C'est là qu'elle fut victime de harcèlement, à plusieurs reprises. Un homme qui la recherchait avait été fermement prié de quitter les lieux, notamment en 1992, lorsqu'il était carrément entré dans l'usine avec sa camionnette blanche. Mais pour autant, cela n'en fait pas un meurtrier 10 ans plus tard. L'incident va en rester là. Et il faudra en tirer aucune conclusion. Cela arrivait et arrive encore tous les jours dans toutes les usines et commerces du pays. Et ce n'est que 6 semaines plus tard qu'une macabre découverte funeste va réorienter l'enquête. Enfin, pourrait-on se dire. Oui, enfin. Souvenons-nous que l'étrange disparition de la petite Jennifer avait mobilisé les foules et mis les enquêteurs de la police du comté dans une impasse. En Virginie, dans tout le comté de Henry, qui traversait une crise économique importante au tournant du siècle, la disparition de Jennifer est devenue un cri de ralliement pour les citoyens, qui se sont tous rassemblés pour tenter de sensibiliser l'opinion. Non seulement chaque coin de rue était décoré de photos du sourire édenté de la petite Jennifer, mais ses voisins et ses proches avaient réussi à faire connaître davantage encore son histoire tragique à toute la région. Ainsi, les présentateurs des journaux télévisés, d'abord régionaux puis nationaux, informaient régulièrement leurs téléspectateurs des détails de l'enquête, des avancées faites, des espoirs. Malheureusement, tout cela fut longtemps vain. 6 semaines plus tard, le lundi 23 septembre 2002, alors que la pression retombe doucement et qu'on cherche un peu moins, chacun vacant désormais à nouveau à ses occupations. Un homme, Eddie Albert, vivant à Stoneville, une bourgade située environ 1 heure au sud des lieux du drame d'Oak-Level, précisément dans le comté de Rockingham, qui se situe en Caroline du Nord, l'État voisin, a fait, dans la cour de sa maison, une découverte pour le moins étrange. C'est l'un de ses chiens. Il en a plusieurs auxquels il est très attaché, gambadant partout à son aise, qui est revenu chez lui avec, dans la gueule, ce qui semblait être les restes de cheveux provenant d'une perruque.
croyant tout d'abord qu'il s'agissait effectivement des restes d'une vieille perruque. Eddie a jeté les cheveux dans sa poubelle, sans chercher plus loin. L'incident semblait clos, mais non. Car ces 2 chiens sont revenus 2 jours plus tard, le mercredi 25 septembre 2002, donc, avec, toujours en gueule, ce qui semblait être une carapace de tortue. Mais là, la confusion n'est pas possible. Eddie, cependant, s'est vite rendu compte que l'objet rapporté était en fait un crâne humain. Il est sous le choc. La police est aussitôt prévenue et arrive sur place au domicile d'Eddie, à Stoneville. Les agents de police inspectent le crâne, retrouvent aussi la fausse fourrure, qu'Eddie leur remet spontanément et commence à quadriller la zone. Car si crâne il y a, un cadavre ne doit pas être loin. Et l'expérience aidant, ils avaient vu juste. Les recherches entreprises, avec des renforts policiers vite arrivés sur place, notamment près d'un étang creusé le long d'une route rurale, vont hélas permettre la découverte de restes humains. En l'occurrence, vu le gabarit, ceux d'un enfant. L'endroit situé près d'un pont est désert et peu fréquenté. Les restes humains qui avaient été jetés là, sans précaution particulière, sont aussi composés de dents, de fragments d'os divers et d'une partie d'une cage thoracique. Il n'y a pas tout, cependant. L'enquête judiciaire relative à la disparition de la petite Jennifer Short redémarre de plus belle. On n'est qu'à 56 km des lieux de sa disparition et 6 semaines seulement se sont écoulées. Quant au gabarit du corps, en attendant les analyses envoyées en laboratoire, il peut parfaitement correspondre. Ce n'est que le vendredi 4 octobre 2002 que les autorités judiciaires et policières confirment, analyse à l'appui, que les restes humains découverts avaient été formellement identifiés comme étant ceux de la jeune Jennifer Short, portée disparue jusque-là. Comme un funeste présage, les examens approfondis pratiqués sur le corps découvert confirment la mort violente administrée par un tir d'arme à feu dans la tête, comme ce fut déjà le cas pour ses parents. Comme auparavant, en l'absence d'autres éléments et d'arrestation d'un potentiel suspect ou coupable, les spéculations vont aller bon train. En effet, on ne sait pas si la jeune Jennifer, témoin inattendue et surprise lors de l'exécution des parents, est une victime collatérale. Ou si, inversement, c'est l'enlèvement de la petite fille, raté ou découvert, qui a entraîné l'exécution des parents devenus, eux, des témoins gênants. Quant au cambriolage d'opportunité, il est vite écarté. Rien ne manquait, rien n'avait même été fouillé. Les fils du téléphone coupés, l'absence manifeste d'effraction ajoutent à cette incompréhension. Et ce qui devait arriver va se produire. Avec le temps qui passe, l'enquête s'enlise doucement, sans éléments nouveaux. On cherche moins, on interroge moins aussi. Cependant, les enquêteurs vont commencer à s'intéresser à un homme qui n'habitait pas loin de la famille. Son passé obscur ne plaide pas pour lui. Garrison Storn Bowman, un charpentier âgé de 66 ans, passionné de vie en plein air, va devenir partie intégrante de cette histoire dans les semaines qui ont suivi la découverte des restes squelettiques de Jennifer Short. De témoin important au départ, il va devenir un suspect, le suspect même puisqu'il n'y en a toujours pas d'autres, tant les réponses aux questions posées sont maladroites et inexactes. Les policiers du comté ont affirmé que Bowman s'était enfui au Canada dès le lendemain des meurtres, plusieurs semaines avant que les autorités ne parviennent à retrouver le corps de Jennifer. En Caroline du Nord. Pour quelle raison a-t-il donc fui si vite? Il ne sait pas répondre. On apprendra aussi que le propriétaire de la maison de Bowman l'avait entendu dire 2 jours seulement avant les meurtres qu'il avait bien payé un homme en Virginie, la victime donc, pour déplacer rapidement sa maison mobile et que s'il ne donnait pas suite ou ne lui rendait pas son argent, eh bien il devrait le tuer. On le savait déjà violent, irascible, alcoolique.
C'est presque un aveu et semblait clairement indiquer qu'il nourrissait de la rancune envers quelqu'un du secteur du déménagement de maisons mobiles, en l'occurrence les Short, potentiellement Michael Short, dont l'entreprise était spécialisée dans ce domaine, bien qu'elle n'ait pas de licence pour opérer de droit en Caroline du Nord. Le propriétaire de Garrison Bowman affirmera encore que le jeudi 15 août 2002, jour des meurtres de la famille Short, il avait bien vu Bowman avec un pistolet. Et dès le lendemain, Bowman avait disparu et sa caravane était introuvable. Elle a été découverte plus tard à environ 1 miles de l'endroit où le corps de Jennifer avait été retrouvé en septembre 2002, sur la propriété d'un ami qui vivait dans le coin. Lui était introuvable. Peu après, la police a fouillé de fond en comble sa propriété et a découvert une carte qui semblait nettement indiquer l'itinéraire précis pour se rendre vers la maison de Michael et Mary Short. Étrangement, et c'est glaçant, un grand X était marqué sur l'emplacement exact de la propriété des Short. John Besley, un ami de Garrison Bowman, tentera bien de dire et de prouver que le voyage et le déménagement de son ami au Canada sont purement fortuites. Personne en réalité ne le croira. Il essuyera la même incompréhension en disant que la caravane se trouvait par hasard tout près des lieux de la découverte des restes de la petite Jennifer. Le seul argument qui pourrait plaider pour l'innocence de Garrison Bowman est son état permanent d'ivresse, chaque jour. Il commençait à boire de la bière dès 7 heures du matin, jusqu'à s'écrouler le soir. Mais l'argument est vite battu en brèche par sa fuite et le déplacement de sa caravane. Il n'était donc pas si saoul que cela. L'enquête se poursuit et c'est le mardi 15 octobre 2002 que les policiers américains se rendent à Yellowknife, une ville des territoires du nord-ouest du Canada, pour retrouver et parler à Garrison Bowman, qu'il y avait été localisé. C'est permis par les accords de coopération judiciaire bilatéraux entre les États-Unis et le Canada. Il avait déjà été détenu par les autorités canadiennes à Inuvik, une ville située à l'extrême nord du pays, au-dessus du cercle polaire arctique, où il avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse et violation des lois sur l'immigration, ayant menti sur ses antécédents criminels. Il sera vite expulsé vers les États-Unis, ce qui arrange les autorités américaines. Le prédateur supposé est de retour. Le mercredi 30 octobre 2002, Bowman comparaît devant un juge du tribunal du comté de Henry, en Virginie, mais est libéré plus tard dans la journée. Il restera en liberté sous sa propre responsabilité jusqu'au 12 novembre 2002, date à laquelle il comparaîtra devant un grand jury à Roanoke, en Virginie, dans le cadre d'une audience liée au meurtre de la famille Short. Cependant, et c'est encore une fois surprenant, aucune mise en examen formelle ne sera prononcée après la convocation de ce grand jury, ce qui indique qu'en droit américain, il n'y a pas suffisamment de preuves pour même envisager d'accuser Bowman d'implication dans ces 3 homicides. Et c'est ce qui va se produire. Au cours du procès, l'accusation ne peut valablement porter aucune charge contre Garrison Bowman pour son implication formelle dans les meurtres de Michael, Mary et Jennifer Short. Ce n'est qu'un faisceau des présomptions graves, de soupçons et d'accusations non prouvées. L'homme, fort de cela, a continué à nier toute implication dans les crimes, non seulement à la police, lors de ses interrogatoires répétés, mais aussi au public, dans les rares occasions où il a répondu aux questions des journalistes. Et curieusement, un autre coup du sort, un de plus dans cette enquête à tiroir, vient bien l'aider et même le disculper. Il est ravi et on le serait à moins à sa place. Car même si une grande partie de l'enquête relative à cette affaire s'est concentrée tout d'abord sur Garrison Bowman, surtout entre 2002 et 2005, d'autres facettes de l'enquête, tout aussi passionnantes, vont se dérouler en arrière-plan. Le 22 juillet 2003, soit près d'1 an après les meurtres, le ruisseau où les restes squelettiques de la petite Jennifer ont été retrouvés a été détourné pour un temps pour rechercher de nouvelles preuves. Effectivement, plusieurs objets avaient bien été récupérés lors de ces recherches.
mais on n'a pas beaucoup d'éléments officiels, aucune communication n'ayant été faite, le shérif invoquant la nature non encore résolue de l'affaire. En réalité, ce qui semblait important ne l'est plus a priori, car l'enquête en reste là, une nouvelle fois sans avancée significative. Quelques mois plus tard, en septembre 2003, les restes de la petite Jennifer, 9 ans, lors de son décès, ont été exhumés à des fins médico-légales complémentaires. Cependant, les autorités n'ont pas voulu révéler si des preuves supplémentaires avaient été récupérées ou non au cours de cette opération, et ces restes ont été réenterrés le lendemain matin. Précisons que les restes de son père Michael avaient également été exhumés et réenterrés l'année précédente, et que les autorités de police étaient restées tout aussi évasives à l'époque quant aux raisons qui avaient motivé cette opération toujours délicate. Plus tard encore cette année-là, en décembre 2003, les autorités policières se rendirent à l'aéroport de Kamloops, en Colombie-Britannique, au Canada, à la recherche d'indices concernant une mystérieuse femme qui, selon des médias locaux, pourrait bien faire la lumière sur toute l'affaire. Les enquêteurs américains rencontrèrent des responsables canadiens à l'aéroport et tentèrent d'établir une chronologie des événements concernant un témoin qui aurait rencontré cette mystérieuse femme. On vérifie un scénario qui dit qu'une rencontre aurait effectivement eu lieu à l'aérodrome entre la mystérieuse femme et une personne concernée par l'enquête. Bien que les détails sur cette femme restent rares, les autorités ont révélé qu'il s'agissait d'une femme caucasienne, mince, âgée d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'années, avec des cheveux blonds roux. Mais, reconnaissons-le, cela reste bien vague, bien approximatif. En 2004, lassé de temps de tergiversation et de recherches non concentrées, partant tout azimut, Frank Harrington, l'oncle de Michael Short, a publiquement exprimé son mécontentement quant au travail effectué par les enquêteurs, affirmant qu'ils avaient maladroitement géré l'affaire dès le début, déjà en laissant autant de personnes entrer et sortir de la scène du crime immédiatement après la découverte des corps. En 2006, il met en avant aussi le drôle de comportement des agents de police du comté. En effet, plusieurs membres du bureau du shérif du comté de Henry, le principal organisme policier chargé de cette affaire sensible, avaient été inculpés pour corruption, dont le shérif Cassell, le directeur d'enquête depuis 2002. Cela jette sinon un doute, du moins un froid sérieux. Mais la corruption se révélant surtout autour d'un juteux trafic de stupéfiants et rien d'autre. Rien ne dit donc, loin s'en faut, que la douzaine d'agents mis en cause ait finalement falsifié des enquêtes judiciaires. Fort logiquement, le shérif est dessaisi au profit d'un nouveau groupe d'enquêteurs, incluant cette fois-ci des agents fédéraux du FBI. Une nouvelle impulsion est ainsi donnée à cette enquête. Le 18 mars 2009, le FBI a rendu public plusieurs portraits, dont un portrait robot d'un suspect potentiel. Un homme aperçu près de la maison de la famille Short, à peu près au moment des meurtres. Cet homme était décrit comme étant âgé d'une quarantaine d'années et au teint patiné, et les portraits robots révélaient non seulement à quoi il ressemblait à l'époque, mais aussi à quoi il pourrait ressembler 7 ans plus tard, vieilli par informatique. Le communiqué de presse contenait également un croquis assez précis d'un camion blanc à simple cabine et plateau à rails en bois, dont le FBI a estimé, au vu des éléments d'enquête, qu'il était sorti des chaînes de montage entre 1998 et 2002, ce qui en fait un modèle récent au moment des meurtres, en 2002. On pense que ce camion a été aperçu près de la maison de la famille Short, aux premières heures du matin du 15 août 2002. En mai 2010, les agents du FBI se rendirent aussi dans plusieurs villes côtières de Caroline du Sud, où ils entretiennent avec plusieurs personnes au sujet du triple meurtre, toujours non résolu. Les villes visitées comprenaient Beninsville, Conway, Florence et Milt Beach, qui étaient toutes les villes où Michael Short s'était rendu dans les mois précédant les meurtres, où ils avaient envisagé de déménager plus tard avec sa famille.
Mais ces auditions, si elles sont intéressantes pour mieux appréhender le passé du père de famille, n'amènent pas néanmoins la résolution des 3 crimes. Et le temps passe inexorablement. Les souvenirs se font moins précis, des gens ont déménagé ou sont décédés. Bref, on tâtonne encore allègrement. L'enquête va prendre un autre tournant. En effet, après avoir passé près de 13 ans à enquêter sur les déplacements et les transactions commerciales de Michael Short dans toute la région, y compris en Caroline du Sud, ainsi que sur les incidents de harcèlement présumés liés auparavant à sa défunte épouse Marie, les enquêteurs ont décidé de se concentrer dorénavant sur la motivation la plus évidente, celle de l'enlèvement de la petite Jennifer. Environ 1 an après les meurtres de la famille Short, un pont a été rebaptisé en l'honneur de la petite Jennifer. Il s'agit du pont du comté de Rockingham, en Caroline du Nord, le long de Grogan Road, sur lequel les restes de Jennifer avaient été retrouvés. Le pont, désormais connu sous le nom de Jennifer Renee Short Memorial Bridge, est devenu le lieu de nombreux événements commémoratifs et de randonnées organisés par les proches et les voisins de la famille Short. La maison familiale des Short, vendue aux enchères en décembre 2002, soit environ 4 mois après le meurtre, est restée vacante pendant la majeure partie des 16 années suivantes. Un incendie, dont la cause n'a pu être identifiée formellement, a entraîné la destruction de la propriété en février 2019. Il n'en subsiste hélas plus rien. Jusqu'à ce jour, et malgré les efforts dantesques déployés, les histoires de Michael, Marie et de leur petite Jennifer Short sont restées non résolues. Le temps qui passe n'arrange rien. C'est la fin de cette dramatique affaire. Espérons qu'un jour elle soit résolue. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que le podcast de temps en temps vous plaît ou pas? Merci de me le dire dans les commentaires. À bientôt.